Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'une coiffe de protection qui est devenue un symbole des courageux pilotes d'antan, le casque d'aviateur. Le casque d'aviateur est une espèce de capuchon serré couvrant les oreilles avec une sangle qui passe sous le menton, souvent fait en cuir, bien que des versions en tissu ou en feutre existaient, parfois doublées de laine, avec une petite visière retournée sur le devant. Généralement porté avec des lunettes de protection, il était conçu pour protéger le porteur du froid, du feu et de blessures mineures. Bien que supplanté plus récemment par des casques plus modernes qui protègent mieux, il retient encore une image de courage et d'aventure, et est encore un attribut de l'aviateur classique. Alors voyons d'où il vient. Les premiers à s'élever dans le ciel, comme Jean-François Pilâtre du Rosier et François-Laurent d'Arlande, dans des ballons fabriqués par les frères Montgolfier, qui leur donnèrent leur nom, ne montaient pas très haut, et donc utilisèrent leurs vêtements quotidiens. Pendant le XIXe siècle, ces montgolfières et des dirigeables étaient les seules vraies méthodes de transport aérien, et ils étaient surtout expérimentaux, utilisés par des scientifiques et des aventuriers. Le souci primaire, avec l'invention de ballons à hydrogène qui pouvaient monter de plus en plus haut, était le froid, et les aéronautes s'habillaient dans des manteaux et des coiffes chaudes. Cependant, avec l'arrivée du XXe siècle, de nouvelles inventions permirent la création d'aéronefs plus lourds que l'air, ce qui culmina avec le vol historique des frères Wright le 17 décembre 1903, quand ils firent le premier vol contrôlé soutenu avec leur Wright Flyer. Celui-ci aussi était assez proche du sol, et l'avion était très simple. Alors les frères portèrent simplement de solides vêtements de tous les jours, et leur coiffe était leur casquette habituelle, avec des lunettes pour se protéger les yeux. Wilbur en utilisait parfois une qu'il pouvait s'enfoncer sur les oreilles pour se protéger du vent, et les premiers aviateurs utilisaient toute une variété de coiffes, cherchant quelque chose de pratique. Le casque en cuir, comme celui que l'on s'imagine, fut porté en premier par l'aviateur français Louis Blériot, qui devint célèbre pour avoir accompli la première traversée de la Manche en avion en 1909. Volant plus haut et dans des conditions plus rudes que certains de ses prédécesseurs, il voulait se protéger convenablement. De plus, ces avions primitifs avaient tendance à projeter de l'huile et des gaz chauds derrière le moteur, ce qui était généralement où se trouvait le pilote. De ce fait, Blériot choisit une coiffe solide en cuir qui couvrait la tête et les oreilles, avec des lunettes, ce qui le protégeait du froid, de l'huile et des gaz, créant ainsi l'apparence de l'aviateur classique. Sa célébrité, après son exploit, aida à ancrer ce look chez ses collègues, autant que les soucis pratiques. Ces coiffes étaient basées sur des casques de moto et de course automobile du début du XXe siècle. L'aviation était encore à ses débuts, et donc plutôt dangereuse, avec des machines qui étaient en gros des prototypes. Les atterrissages pouvaient souvent être considérés comme des crashs semi-contrôlés, et le risque de feud sur ces appareils en bois et en toile était omniprésent. Des casques en cuir, développés pour protéger les pilotes de course de dangers similaires, étaient considérés idéaux pour les pilotes d'avion, la construction en cuir protégeant du feu et d'abrasions mineures, et ils étaient faits avec une doublure en laine pour se protéger du froid en altitude. Certains, basés sur les casques de moto, que j'ai mentionné dans ma vidéo sur le casque de vélo, étaient renforcés et molletonnés pour protéger des coups. Avec la création des premières branches aériennes militaires, commençant par la France en 1909, il n'y avait pas d'équipement standard réglementaire, alors ils continuèrent à utiliser des vêtements automobiles modifiés. Même après le début de la Première Guerre mondiale et le développement de l'aviation militaire, les tenues de vol étaient disparates, avec l'équipement militaire étant des variations des bottes, manteaux et coiffes de cuir des pilotes automobiles, souvent portés au-dessus de l'uniforme officiel, et la plupart des pays autorisaient les pilotes à acheter leur propre équipement chez des compagnies privées. Les nouveaux avions pouvaient atteindre des altitudes de 15 000 pieds, ou environ 500 mètres, avec des températures descendant jusqu'à moins 35 degrés. Alors la protection lourde était nécessaire, et certains trouvaient qu'en imprégnant le cuir d'huile, particulièrement les casques, la chaleur corporelle serait mieux retenue. Certains continuaient à utiliser les casques de moto renforcés pour aider leurs chances de survie s'ils s'écrasaient. Un autre développement à cette époque était la communication sans fil, et certains casques avaient de petits écouteurs installés pour entendre les signaux radio, bien que ce fût encore rare. Après la fin de la guerre, beaucoup de pilotes furent démobilisés et retrouvèrent la vie civile, où ils continuèrent souvent à voler, et beaucoup continuèrent à porter le même type d'équipement que pendant la guerre. De plus, les as de l'air, comme le célèbre baron Manfred von Richthofen, avaient acquis une certaine célébrité et étaient vus comme des héros téméraires, et beaucoup de nouveaux pilotes voulaient imiter leur attitude et leur style. Avec cela, le casque d'aviateur en cuir gagna de nouvelles connotations de courage et d'aventure, une réputation accentuée par des pilotes comme Charles Lindbergh ou Amelia Earhart.
Pour son célèbre vol transatlantique en 1927, dans son avion le Spirit of St. Louis, bien qu'il eût un cockpit fermé, Lindbergh porta néanmoins un casque en cuir. Et l'image du pilote coiffé avec quand il sortit de son avion au Bourget impressionna toute une génération. D'autres variations émergèrent pendant les années 20, avec une version ressemblant à un casque colonial qui était développé par les Britanniques pour le Moyen-Orient, où le soleil pouvait être rude pour les pilotes d'avions au cockpit ouvert. La RAF dessina aussi un nouvel uniforme de grand apparat, avec une coiffe en cuir et en fourrure, avec un plumet, qui était censé évoquer les casques d'aviateurs. Mais ceci n'était pas très populaire et fut rapidement remplacé avec une casquette plus classique. Dans les années 30, le casque continua d'être associé avec des pilotes aventuriers qui battaient de nouveaux records. La célèbre Amelia Earhart en porta un lors de ses nombreux exploits et en avait même un blanc pour aller avec sa tenue de la même couleur. Avec les années et la menace d'une nouvelle guerre qui se pointait, les armées de l'air développèrent de nouvelles technologies qui seraient incorporées aux tenues de pilote. Avec des cockpits fermés, l'important était moins de rester chaud, bien que cela comptait encore, mais les casques d'aviateurs furent modifiés pour pouvoir accommoder des écouteurs, ces concepts qui avaient été l'objet d'essais auparavant, mais furent raffinés. Avec des avions qui volaient de plus en plus haut, ils devaient aussi accommoder des masques à oxygène. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces coiffes étaient portées par tous les participants, souvent par des pilotes de chasse. Mais bien que ces pilotes de bombardiers eussent tendance à porter les casquettes à visière, les mitrailleurs à l'arrière, positionnés devant des hublots ouverts, avaient des coiffes d'aviateurs doublées, avec des écouteurs protecteurs pour garder la chaleur et communiquer avec le bruit du vent et des moteurs. Bien que le cuir fût encore le plus courant, du fait de sa résistance au feu, d'autres furent également faits en toile, qui était moins cher. Après la Seconde Guerre mondiale, les casques de pilote commencèrent à changer. Les cockpits fermés et pressurisés des avions réduisent le besoin de se protéger du froid ou du climat, mais de nouveaux standards de sécurité et le besoin de se protéger lors d'une éjection potentielle mena au développement de casques durs qui pouvaient protéger des chocs. Rapidement, ils inclurent aussi des visières incorporées qui pouvaient être repliées, remplaçant les lunettes. Ceci était principalement utilisé dans les chasseurs, plus manœuvrables, mais ayant plus de chances de nécessiter une éjection ou même un plus grand risque de se cogner la tête lors d'une manœuvre. Dans les bombardiers plus lents, par contre, des versions en tissu continuèrent à être utilisées dans les années 50 et 60 pour tenir l'équipement radio. Bien que ceux-ci furent généralement remplacés par des casques ou des casquettes par la suite, selon la mission, une version peut être considérée avoir encore été utilisée par les astronautes et cosmonautes, comme pendant les missions Apollo, pour maintenir l'équipement de communication et maintenir les cheveux pendant les moments critiques, quand des scaphandres étaient portés. Le casque d'aviateur, dans sa version classique, a depuis longtemps été remplacé dans les cercles militaires par des casques rigides modernes, avec certains incorporant, au-delà d'équipements de communication et de respiration, de la technologie comme des visions tête haute. Dans les cockpits chauffés, la protection contre le froid n'est plus nécessaire. Alors ils sont surtout utilisés pour protéger la tête pendant les manœuvres ou en cas d'éjection. Dans d'autres avions militaires, comme les avions de transport, si une coiffe est portée, elle a tendance à être une casquette à visière pour protéger les yeux du soleil. Et sinon, de simples écouteurs sont portés. Il existe aussi, dans certains cas, des casques un peu hybrides, en toile mais comprenant des éléments durs renforcés. Le casque d'aviateur classique est considéré comme obsolète dans les milieux militaires, mais on peut encore le trouver chez les pilotes privés qui ont des avions à cockpit ouvert pour se protéger et tenir leur équipement radio. Ils ont généralement peu changé depuis les années 50, bien qu'ils soient souvent faits en tissu maintenant, plus qu'en cuir, pour être moins chers. Des coiffes, qui peuvent possiblement être considérées comme descendants des casques d'aviateurs, sont encore portées par les astronautes et cosmonautes lors des lancements et des sorties. Au-delà de son usage pratique, le casque d'aviateur a encore une image très présente dans la culture populaire. Il est synonyme du pilote aventurier et est utilisé dans de nombreux dessins animés ou bandes dessinées pour évoquer un tel personnage, souvent rappelant l'allure des pilotes de la Grande Guerre, avec une écharpe, des lunettes et un blouson en cuir. Enfin, des coiffes basées sur ces casques doublés de laine sont souvent trouvées dans des climats froids, ressemblant un peu à une Ushanka, et des marques comme Mad Bomber soulignent cette inspiration. De ses débuts comme coiffe pratique issue des sports automobiles, utilisée pour protéger les pilotes du froid dans les cockpits ouverts des premiers avions, un casque de protection qui pouvait tenir des équipements de communication, tout en étant un symbole des pilotes, le casque d'aviateur, bien que remplacé maintenant par des casques plus modernes dans beaucoup de cas, continue à être utilisé par certains pilotes privés, à la fois pour son côté pratique et pour évoquer cette esthétique classique. Et il continue à avoir une grande place dans la culture populaire. Donc j'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.